bouclés par des fils de fer barbelés. Et plus on avance, les Arabes reconnaissant mon père, ils lui disent « Ya al-Ma'alem, tu me reconnais pas ?» Et vraiment, leur regard était hagard, la peur se lisait dans leurs expressions. Le fait même d'appeler mon père, c'était quelque chose de poignant, parce que on voyait qu'ils essayaient de transmettre qu'ils y étaient pour rien. Et donc ils ne voulaient pas payer pour des gens qui avaient tué et assassiné. C'est ça qui m'a choqué, c'était leur regard en disant « Mon père, tu me connais ». Et mon père ne veut pas reconnaître tout le monde, hein, il en connaissait, mais on était venu chercher Slimane. Hein. Mais après, ça a été beaucoup plus compliqué, parce que pour le faire sortir, il a fallu que mon père donne des garanties. Et voilà comment on a pu faire sortir Slimane. Et je vous le répète, ce gars, il était tellement traumatisé que pendant 3 nuits, il a dormi au café. À Paris, l'écho de la répression s'amplifie. Alors qu'à San Francisco, l'Organisation des Nations Unies est en train de voir le jour, la France ne doit en aucun cas être mise en difficulté sur le plan international. Le ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, écrit à 2 reprises au gouverneur général Yves Chataigneau à Alger. Les informations expédiées par lettre ou apportées par les voyageurs venant d'Alger parviennent massivement aux journaux et aux partis politiques sur le nombre de victimes indigènes et de la répression militaire qui varierait de 6 000 à 10 000. La censure veut laisser publier ces nouvelles, à charge pour moi de les démentir. D'après informations publiées par la presse étrangère et de multiples rumeurs en France, le nombre des musulmans victimes de la répression militaire s'élèverait à 10 000, 20 000 ou 30 000 indigènes tués ou blessés. Je vous prie de me câbler des chiffres reposant sur les informations les plus sérieuses que vous avez pu recueillir jusqu'ici. Le ministre de l'Intérieur n'obtiendra pas de réponse à ces questions. Il doit être entendu prochainement sur la situation par le Conseil des ministres. Adrien Tixier décide de se rendre en Algérie. À l'annonce de sa venue à Guelma, c'est la panique. Le comité de salut public du sous-préfet Achiari doit effacer au plus vite les traces des nombreux charniers, faire disparaître les corps des victimes. Il les transporte à Héliopolis, en périphérie de Guelma, sur les terres d'un riche colon qui possède un four à chaud. On a senti une odeur incroyable. On ne s'était pas aperçu qu'est-ce que c'est. Les grands-parents, ils nous ont dit, vous allez descendre vers Hammam Brad, vous allez voir qu'est-ce qui se passe au four à chaud. Parce qu'on voyait la fumée et on sentait l'odeur. Ils ont déterré les morts et les ont mis dans des camions. C'étaient les camions de M. Lavie. Ils les ont amenés et les ont brûlés dans le four qui se trouve en haut. Ils les déterraient et les brûlaient même pendant la nuit. La venue du ministre de l'Intérieur en Algérie met un point final aux exactions de Guelma. Avant de rentrer en métropole le 29 juin, Adrien Tixier annonce le bilan officiel de ce qu'on appellera les événements du Constantinois. 102 morts européens et environ 1500 morts musulmans. Un bilan bien loin de la réalité. De retour à Alger, Landrum Bolling continue son enquête. Il découvre que les autorités françaises avaient comptabilisé un nombre bien supérieur de victimes. Je suis allé voir l'officier américain de la Military Legion qui avait refusé auparavant de me parler parce qu'il protégeait les Français. Mais quand il a vu que j'en savais déjà beaucoup, il a ouvert les dossiers américains. Une enquête officielle sous couverture vient juste d'être complétée par les autorités françaises avec, concernant les décès des Arabes, les résultats suivants. Au total, près de 17 000 morts. En France, la répression du printemps 1945 sera protégée par la raison d'État. Les Anglais et les Américains extérieurs aux événements n'alerteront pas pour autant l'opinion publique sur l'étendue de la répression. Le New York Times, par exemple,
ne s'est jamais servi de ce que j'avais écrit. Et voilà comment tout ce massacre a été transformé en une série sans intérêt d'émeutes dues au manque de nourriture. Je me suis alors rendu compte pour la première fois de la facilité avec laquelle les autorités gouvernementales peuvent manipuler les médias lorsqu'elles veulent dissimuler la vérité. Pendant et après les événements de mai 45, on peut être surpris de se rendre compte que l'opinion, comme les services de renseignement, l'armée ou les États-Unis, leur gouvernement, l'Union soviétique, par exemple, ou les Anglais, personne ne réagit sur ce qui vient de se passer en Algérie. Alors qu'on est en pleine construction de l'ONU, qu'un certain nombre de valeurs internationales sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont en débat, on pourrait imaginer qu'il y ait une réaction internationale et d'une certaine manière, vu que les Américains, les Anglais, comme les Soviétiques d'ailleurs, sont parfaitement au courant de ce qui se passe sur le territoire, agissent, réagissent, parlent, interrogent, questionnent la France sur ce qui vient de se passer. Pas du tout. Parce que d'une certaine manière, il y a une volonté de retrouver un statu quo. On est encore, je dirais, dans les premiers temps d'une future guerre froide. Les enjeux sont bien ailleurs. Et la France est alliée à ce moment-là de ces grandes puissances. Il y a d'autres priorités que de s'occuper de ces mouvements insurrectionnels dans les colonies. Et on souhaite d'abord que la France rétablisse l'autorité sur les territoires que l'on considère comme siens. Nous ne sommes pas encore rentrés dans les grands enjeux de l'après-guerre, d'une certaine manière, où les territoires coloniaux vont devenir des enjeux stratégiques. Donc le silence est ni plus ni moins qu'un acte prioritaire de ces autres nations. En Algérie, la machine judiciaire a pris le relais. Les prisonniers de Sétif et de Guelma seront transférés à Constantine en novembre 1945 pour être jugés par une cour martiale. Quand je suis arrivé devant le juge, on lui a dit « Voilà le deuxième Allemand ». On m'a présenté au juge comme si j'étais un Allemand. Quand mon avocat a voulu prendre la parole, on lui a dit « Tu te tais, tu ne dis rien, il est condamné à mort ». À Constantine, nous étions nombreux à passer devant le juge. Certains ont été condamnés à mort, d'autres ont pris 10 ou 20 ans de prison. Nous, les condamnés à mort, on a été isolés des autres prisonniers, puis on a été emmenés à la prison. Nous avons retrouvé beaucoup de gens que l'on connaissait, eux aussi condamnés à mort. C'était plein à craquer. Certains sont devenus fous, d'autres ont été assassinés à coups de trick. Meurs, allez, je m'en fous. Le gardien-chef, il nous disait, saloperie, c'est Alger qui commande Constantine. Nous allons vous tuer et nous vous tuerons un par un. En janvier 1946, le général de Gaulle démissionne et laisse place au gouvernement de Félix Gouin. 2 mois plus tard, l'Assemblée décrète une amnistie. Les leaders nationalistes algériens, Messali Hadj et Ferhat Abbas, seront libérés. Les Algériens enfermés à la prison de Constantine ne bénéficieront de cette amnistie que partiellement. Nous, on ignorait tout. On nous a seulement dit « Un nouveau président a été élu et vous êtes gracié. Vous ne serez pas exécuté, votre peine est commuée en prison à vie. » Et on nous a laissés comme ça. En Algérie, tout semble rentrer dans l'ordre. Le général Duval écrit au général Henri Martin « Je vous ai donné la paix pour 10 ans. Si la France ne fait rien, tout recommencera au pire, et probablement de façon irrémédiable. » Je pense qu'en 1945, ça a été le début. Parce qu'après, c'était fini. Là. Il n'y avait plus de confiance, il n'y avait plus rien. C'est là que ça a commencé, et puis certainement. Et puis ça a commencé à s'envenimer. Tout est parti de là, je suis sûre. Si la paix semble rétablie, la déchirure entre les deux communautés est irréparable. Suite à la répression du printemps 1945, les Algériens rejoindront massivement les partis nationalistes. Avec une certitude, ils savent maintenant que l'indépendance ne pourra se conquérir que par la lutte armée.